Suzy Halimi, qui est de la Commission nationale française pour l'UNESCO. Je ne sais pas si... Est-ce qu'on peut mettre la vidéo? Là, vous êtes là, juste là. Deuxième. Bonjour. Oui, vous pouvez y aller. Bonjour à tous. Monsieur le Président de l'Université de Bordeaux, Monsieur le Recteur de l'AUF, Mesdames et Messieurs, chers collègues et amis, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de me trouver aujourd'hui parmi vous, même à distance par écran interposé, et je remercie le professeur Alain Kiyindou de m'avoir invité à participer à l'ouverture de ce colloque important pour représenter la Commission française pour l'UNESCO et le réseau des chaires UNESCO françaises. Alors, l'UNESCO, quelques nouvelles d'actualité sur l'UNESCO et la Commission. Comme vous le savez, l'UNESCO est l'organe des Nations Unies pour la science, l'éducation, la culture et la communication. L'UNESCO compte 195 États membres. Chaque État y est représenté par deux instances, une instance diplomatique par un ambassadeur, et actuellement c'est Madame Véronique Roger-Lacan qui représente la France à l'UNESCO, et une commission nationale qui sert d'interface entre l'UNESCO et la société civile. Qu'est-ce que ça veut dire d'interface? C'est que la commission nationale doit faire passer, informer sa société civile des missions, des activités, des valeurs de l'UNESCO, et inversement doit faire remonter vers l'UNESCO les priorités de son pays. J'ai l'honneur d'être membre du conseil d'administration de la Commission française pour l'UNESCO. Alors, qu'est-ce que nous y faisons? Qu'est-ce que fait l'UNESCO? Deux grandes priorités, c'est l'éducation, car elle a été désignée par l'ONU comme chef de file dans le domaine de l'éducation, et l'UNESCO place l'éducation au cœur de ses activités, avec deux grandes priorités, l'Afrique et les femmes. Mais dans sa dernière lettre aux commissions nationales, l'UNESCO a introduit deux nouveaux thèmes qui vont être traités dans les mois à venir. C'est d'une part la jeunesse, fort importante, et les océans. Les océans assortis de deux points, paix et développement durable. Bien entendu, je vais faire remonter cette information vers toutes nos chaires UNESCO, et je ne doute pas qu'elles vont réagir à ces informations. Alors, à la Commission, quelle est notre actualité? Nous préparons en ce moment le centenaire de Edgar Morin, et ce centenaire va se dérouler dans quelques temps par visioconférence d'une part, et à l'UNESCO même, où nous espérons avoir la présence de la directrice générale de l'UNESCO, Madame Azoulay, et aussi du président de la République. Donc, nous préparons ce centenaire, mais au quotidien, nous développons la coopération internationale au travers des réseaux de l'UNESCO. Trois réseaux importants: le réseau des écoles associées au niveau du primaire et du secondaire, le réseau des chaires UNESCO au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, le réseau des clubs UNESCO qui regroupe des associations de la société civile, et le réseau
beaucoup plus jeunes des villes apprenantes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ville apprenante? Learning City, en anglais, c'est une ville qui, sous l'impulsion de son maire, la dimension politique est soulignée, sous l'impulsion de son maire, met autour de la table, si je peux dire, toutes ses forces vives, toutes ses ressources pour assurer à ses citoyens un apprentissage de qualité tout au long de la vie. Autour de la table, qui y aura-t-il? Il y aura le politique, le maire et ses services. Il y aura l'éducatif, le recteur et ses représentants. L'économique, le représentant des entreprises qui se trouvent dans la ville. Les représentants de la société civile, des ONG, les parents des jeunes. Et tous ces gens sont censés travailler ensemble. C'est ça la nouveauté de la ville apprenante. Chacun de son côté fait un excellent travail dans son domaine d'excellence, mais il est rare de les faire travailler ensemble de façon à mutualiser leurs moyens autour de projets. Je vous donne un exemple. Nous avons 4 villes apprenantes pour l'instant en France. Clermont-Ferrand, la plus ancienne, la première, suivie de Mantes-la-Jolie, Évry-Courcouronnes, Montpellier. Et en ce moment même, nous sommes rejoints par la ville de Brest. Et l'exemple que je voulais vous donner, c'est le projet choisi par la ville de Brest, qui est le thème de grandir à Brest. Et vous voyez comment, autour de ce projet, autour de ce thème, tout le monde vient travailler ensemble. Bien entendu, le scolaire, le rôle des services de la mairie, mais aussi les entreprises et autres pour l'insertion professionnelle des jeunes, le rôle des parents auprès des jeunes, le rôle de la société civile. Bref, le point essentiel de la ville apprenante, c'est de fédérer toutes ces forces et ce réseau commence à avoir beaucoup de succès. Et je vais revenir maintenant à notre réseau des chaires. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une chaire UNESCO? Il me paraît important de rappeler sa définition pour éviter toute confusion avec le sens universitaire de la chaire en France. La chaire UNESCO, c'est un réseau d'universités, de chercheurs, de centres, de laboratoires de recherche qui se mettent ensemble pour travailler sur une thématique commune. Cette chaire est portée par un enseignant-chercheur, elle est ancrée dans un établissement d'enseignement supérieur et c'est le président ou le directeur de cet établissement qui accueille la chaire et qui signe le moment venu le contrat qui va lier son établissement à l'UNESCO sur la chaire. Lorsque 2 chaires se rapprochent pour travailler ensemble, alors on parle de réseau UniTwin, 2 ou plusieurs chaires. Ici aussi, je vous donne un exemple. Nous avons à Clermont-Ferrand une chaire pilotée par le professeur Didier Jourdan sur le thème éducation et santé. À Paris, nous avons une autre chaire pilotée par le professeur Thierry Troussier sur le thème de santé sexuelle et droits humains. Eh bien, lors de la réunion des chaires que nous avions organisée en présentiel l'année dernière, les 2 responsables des chaires que je viens de vous citer se sont rencontrés, ont décidé de travailler ensemble et de former un réseau UniTwin. Nous avons en France 40 chaires, 4 réseaux UniTwin. C'est un nombre important et la France,
se classe au 3e rang des États membres de l'UNESCO pour le nombre des chaires. Nous sommes devancés par la Russie d'un côté, l'Espagne et la France arrivent au 3e rang. Nos chaires se situent dans tous les champs de compétences de l'UNESCO, c'est-à-dire, comme je le rappelais tout à l'heure, l'éducation, la science, la culture, la communication. Elles choisissent elles-mêmes le sujet qu'elles souhaitent développer et construisent un dossier. Et là, nous devons reconnaître que nous avons un certain déséquilibre en France dans le choix des thématiques de nos chaires. C'est ainsi que certains sujets, certaines priorités de l'UNESCO, comme le changement climatique, comme la petite enfance, ne sont guère représentés ou très peu dans nos chaires. Et de même, certaines régions françaises sont peu représentées. C'est ainsi que nous avons peu ou pas de chaires en haut, dans les Hauts-de-France, dans le Grand Ouest, en Corse. Nous avons un projet en cours et nous espérons qu'il sera validé. Dans les territoires d'outre-mer. Donc, nous espérons et nous souhaitons rétablir un certain équilibre entre ces chaires. Comment cela? Nous avons réuni un groupe de travail avec nos collègues du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nos collègues de la délégation permanente de la France à l'UNESCO pour réfléchir à ce problème de l'équilibre des thématiques et de la répartition géographique. Et nous avons conclu que nous n'opérerions pas de sélection, mais que lorsque l'année prochaine, l'UNESCO va lancer sa nouvelle campagne de labellisation, eh bien, nous ferons passer un communiqué disant que la Commission va privilégier les projets portant sur les thématiques sous-représentées émanant de régions et d'universités sous-représentées. L'année dernière, nous avons soumis 9 demandes de labellisation à l'UNESCO. Cette année, nous en avons soumis 7. Ces dossiers sont examinés par 2 experts, chacun des dossiers, qui donnent ensuite leur avis positif ou le rejet. Nous attendons les résultats, mais en même temps, nous soumettons des demandes de renouvellement. En effet, une chaire n'a pas vocation à être éternelle. Sa durée de vie est de 4 ans. Au bout de 2 ans, elle présente un rapport d'activité et au bout de 4 ans, un bilan complet avec un nouveau projet pour les 4 années à venir et accompagné d'un budget, car une chaire n'est acceptée que si elle est accompagnée d'un budget qui la rend viable. Nous avons soumis cette année une quinzaine de demandes de renouvellement et là, les réponses reviennent plus rapidement. Presque toutes nos demandes de reconduction ont été validées. Là, il y a quelques jours, quelques semaines, nous avons organisé par visioconférence la réunion annuelle de nos chaires. Elles étaient presque toutes là, en présence ou à distance, et nous avions choisi des thèmes importants. En dehors de la présentation du réseau par l'UNESCO, le réseau mondial, le réseau français, nous avions choisi pour thème de groupe de discussion le premier, quel avenir pour l'enseignement supérieur? En effet, il est évident qu'avec la pandémie en particulier, on n'enseigne plus, on n'apprend plus comme autrefois,
et de nouvelles thématiques. Le recteur de l'AUF nous en a parlé, émerge. Donc, nous avons eu un groupe de discussion sur l'avenir de l'enseignement supérieur, où nous avons évoqué en particulier cette convention mondiale sur la reconnaissance des acquis, des qualifications relatives à l'enseignement supérieur. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un travail qui a pris 8 ans à l'UNESCO pour établir à l'échelle mondiale ce qui existe en Europe avec le processus de Bologne, c'est-à-dire la reconnaissance des diplômes, des qualifications acquises. En effet, à l'échelle de la mondialisation, la mobilité des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des travailleurs, la mobilité s'accroît et les personnes en mobilité ont besoin de faire reconnaître leurs acquis dans leur pays d'origine pour obtenir soit une poursuite d'études, soit l'insertion dans le marché du travail. Cette convention très importante doit être ratifiée par les États membres et j'ai le plaisir d'annoncer que la France est le 3e pays qui a déjà ratifié cette convention. Donc, nous avons un groupe de discussion sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Nous avions une plénière sur la visibilité des chaires. Ce qui est très important, c'est que nos chaires font un travail remarquable. On avait entendu, par exemple, lors de la première plénière, le professeur Colin de la Higuera parler de son travail sur les ressources éducatives libres. On avait entendu le professeur Chouraki qui préside, qui dirige la chaire adossée à la fondation du Camp d'Émile sur la mémoire. Donc, nos chaires font un travail remarquable. Elles ne sont pas toujours suffisamment visibles. Et c'est pourquoi je suis en train de préparer, avec l'aide des chaires et de nos villes apprenantes, ce que j'appelle un vivier d'experts. J'ai demandé en effet à nos chaires, à nos villes apprenantes, de nous faire connaître chacune 2 ou 3 noms d'experts, experts français ou experts étrangers, de façon à constituer ce vivier qui va être mis à la disposition de l'UNESCO d'une part, à la disposition de notre ministère de l'enseignement supérieur, bien sûr à la disposition de nos chaires, de façon à ce que celle qui a besoin d'un expert dans tel ou tel domaine puisse puiser facilement dans ce vivier d'experts et donner ainsi au travail réalisé toute la visibilité qu'il mérite. Je donne un exemple. Nous avons une chaire très connue, très visible, qui est implantée à l'ENS de Lyon. Elle est pilotée par le professeur Luc Ria et elle a pour thème « Former les enseignants du 21e siècle ». Eh bien, cette chaire est visible. Chaque fois que l'UNESCO organise la journée mondiale des enseignants, c'est toujours le 5 octobre chaque année, eh bien, ils invitent Luc Ria à intervenir. Et mon souhait le plus cher, c'est que lors de toutes ces manifestations de l'UNESCO, lors des groupes de travail de nos ministères, eh bien, qu'on puisse puiser dans ce vivier d'experts et faire appel à l'un ou à l'autre sur ses compétences. Le dernier groupe de discussion de notre journée du 26 mai était consacré à l'éthique de l'intelligence artificielle, piloté par le professeur Christian Bick, notre spécialiste et conseiller à la Commission française pour l'UNESCO. Et il y avait entre autres intervenants
le professeur Vanessa Nuroc, que je salue parce que je vois qu'elle intervient également dans votre colloque d'aujourd'hui. Intelligence artificielle, ce n'est pas ma tasse de thé, comme diraient les Anglais. Ma tasse de thé, mon champ de recherche personnel, c'est l'Angleterre du XVIIIe siècle, l'Angleterre des Lumières, dans l'Europe des Lumières. Mais néanmoins, je vais, d'une part, j'ai beaucoup écouté ce qui a été dit lors de notre journée du 26 mai, et bien sûr, je vais lire et suivre autant que possible vos échanges sur ce thème. Donc, comme je ne veux pas m'aventurer dans des terres inconnues, je vais simplement soulever 2 ou 3 points qui sont inspirés par ce que j'ai entendu déjà lors de notre groupe de discussion. Le premier point, c'est la définition de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, maintenant même on dit l'IA, c'est plus rapide, c'est connu, mais comment situer ce contexte par rapport à d'autres concepts qui sont utilisés en même temps, celui de robotique, par exemple, celui de humanisme ou de transhumanisme. Donc, comment la définir précisément? Là encore, je vous donne des exemples concrets. Lors de notre groupe de discussion, le professeur Benamou est intervenu pour nous montrer des robots qui aident les enfants malades à mieux supporter leur hospitalisation, et c'était parfaitement compréhensible. Le professeur Colin de la Higuera a parlé, lui, de son travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les ressources éducatives libres et son travail avec le centre tout jeune que vient de créer l'UNESCO en Slovénie sur l'intelligence artificielle. Donc, quelle définition? Comment? Et le deuxième point, bien sûr, c'est l'éthique. C'est un terme qui revient, une préoccupation qui revient sans arrêt dès que l'on parle d'intelligence artificielle. Vanessa Nuroc, puisqu'elle est là parmi nous aujourd'hui, j'avais apprécié son intervention puisqu'elle avait soulevé la dialectique de l'humain et de l'artificiel, du vivant et de l'artificiel, autour de 3 axes, le genre, la liberté ou le déterminisme et la responsabilité. Voici les termes de l'éthique. Nous avions entendu d'autres interventions et ce matin, vous allez consacrer entièrement au débat à ce thème. Le 26 mai, le professeur Paul Bourgine était revenu sur la place de la philosophie et de l'éthique au cœur des usages de l'intelligence artificielle. Et on a même entendu, et je vais conclure là-dessus, on a même entendu qu'en poussant aussi loin que possible l'intelligence artificielle, on pourrait se passer de l'humain. Je cite, la tentation d'éliminer l'humain. Alors, attention, j'espère que l'intelligence artificielle n'ira jamais jusque-là. Je terminerai en disant que le professeur Bick, qui pilotait ce groupe de réflexion, a fait le lien entre l'intelligence artificielle et l'éducation, et il s'est tourné vers les chaires UNESCO pour les mettre face à ce nouveau défi. Ce sera mon ultime question. Quel rôle pour nos chaires UNESCO, dont je viens de vous parler, nos villes apprenantes, quel rôle
dans l'éducation, l'éthique, face à ce nouveau défi de l'intelligence artificielle. Vous allez y répondre, vous allez y réfléchir, vous allez en parler et je vous lirai avec le plus grand plaisir quand vous publierez les actes, mais peut-être reviendrai-je de temps en temps pour vous écouter. En attendant, je vous remercie très sincèrement pour votre patience. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un excellent colloque qui apportera encore des exemples, encore des réponses à tous. Merci à tous. Merci.